Euh, donc François Villon. Alors François Villon, en fait, quand on m'a demandé de faire un peu cette petite intervention sur François Villon, j'essaie de trouver un lien entre François Villon et le quartier. Alors, monsieur a un peu défloré le sujet parce qu'il a parlé du gibet de Montfaucon. Et en fait, quelque part, François Villon et le gibet de Montfaucon sont liés. Alors, je vais peut-être reprendre un tout petit peu pour le gibet de Montfaucon. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de ce gibet, qui a été construit, en fait, on ne sait pas trop peut-être qu'il a été construit, il a été construit plus ou moins à la fin du XIIIe siècle. Et on ne sait pas vraiment qui l'a construit, tout ce qu'on sait c'était un gibet royal. Vous savez qu'à l'époque il y a plusieurs justices sur un endroit. Quasiment, pas tous les seigneurs, mais chaque seigneur important peut avoir son gibet. Et donc Montfaucon aurait été construit par les prévôts aux ordres du roi de France à la fin du XIIIe siècle. Et une petite histoire drôle, en fait, ça aurait été. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'image qu'on a eue tout à l'heure. Je ne sais pas si on l'a. On est sur le gibet. On est sur le gibet, voilà. Donc c'est la même image qui a été sélectionnée que tout à l'heure. Donc c'est une image qui a été faite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, qui n'est pas spécialement très réaliste, mais en tout cas qui est assez jolie, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que Viollet-le-Duc, vous savez qu'il exagère un peu les détails glauques et sordides pour faire plus Moyen-Âge, donc là vous voyez un petit squelette qui se trimballe. Et donc sur le gibet de Montfaucon, autre histoire drôle, il aura été reconstruit sur cette forme-là par Sous-Philippe Lebel, par un monsieur qui s'appelle Enguerrand de Marigny, qui va finir sur le gibet, il va tester sa propre création. Il n'a pas été déçu, semble-t-il, donc en 1315. Et donc là, vous avez une image du XVIIe siècle, une image de Chastillon, qui était un architecte en chef de Henri IV, qui a construit l'hôpital Saint-Louis. Vous voyez, normalement, si vous voyez, voilà, le gibet qui est en haut à gauche. Vous voyez que là, cette fois, sur cette image-là, il y a 2 étages. Et j'ai trouvé une description, alors qui est assez fantaisiste, mais une description assez jolie peut-être pas tout de suite. Une description assez fantaisiste du gibet, mais qui est assez belle, parce que c'est quand même Victor Hugo qui l'écrit à la fin de Notre-Dame de Paris. Et je vous la lis parce que moi j'aime beaucoup. Mais encore une fois, il faut imaginer qu'il y a un peu d'exagération. Qu'on se figure au couronnement d'une butte de plâtre, un gros parallépipède de maçonnerie, haut de 15 pieds, large de 30, long de 40, avec une porte, une rampe extérieure et une plateforme. Sur cette plateforme, 16 énormes piliers de pierre brute, debout, hauts de 30 pieds, disposés en colonnade autour de 3 des 4 côtés du massif qui les supporte, liés entre eux à leur sommet par des fortes poutres où pendent des chaînes d'intervalle en intervalle. À toutes ces chaînes, des squelettes. Aux alentours de la plaine, une croix de pierre et 2 gibets de second ordre qui semblent pousser de boutures autour de la fourche centrale. Au-dessous de tout cela, dans le ciel, un vol perpétuel de corbeaux. Voilà Montfaucon. Et ce Montfaucon, justement, François Villon, le poète, va presque le connaître. Il va y échapper de peu. En fait, il y a plusieurs de ses complices qui vont mourir sur le gibet. C'est des gens qui sont inconnus du grand public, je vous les cite comme ça, Rémy de Montigny, Colin de Cailleux, mais qui étaient des complices de la poète. Alors, François Villon, on a parlé quand même de poètes qui étaient extrêmement engagés, évidemment Camus, Descloses, etc. Alors François Villon, c'est un peu l'inverse en fait. Lui, c'est le désengagement involontaire ou l'engagement involontaire. Villon, en fait, il est né, alors à l'époque c'est assez rare, il est né en 1431 et il est né à Paris, ce qui est assez rare à l'époque, vu que Paris est une ville dépeuplée à l'époque, c'est une ville qui est en pleine guerre civile, on est en pleine crise du XVe siècle, et Villon est un natif de Paris. Et il est, semble-t-il, on ne connaît pas vraiment sa mère, mais il a été confié à un chanoine qui s'appelle Guillaume de Villon, et qui est chanoine de Saint-Benoît-le-Bestrournay, qui est voilà, normalement, qui est en fait sur la rue Saint-Jacques, qui aujourd'hui est une église complètement détruite. Et en fait, là vous avez une image du Paris de Villon, parce que François Villon va connaître évidemment que le Paris de la rive gauche. Villon, c'est un universitaire, c'est un écolier. Et l'école, enfin l'université, c'est la rive gauche. Villon ne va pas vraiment aller sur la rive droite, sauf pour aller en prison. Donc c'est là qu'il va commettre ses méfaits et qui va composer la plupart de ses poèmes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que
je dis, Villon, c'est pas quelqu'un qui s'est engagé d'une quelconque manière, c'est quelqu'un à chaque fois, il a essayé d'avoir une place au soleil, et à chaque fois, il est tombé dans des embrouilles pas possibles, d'une manière complètement involontaire. La première c'est justement juste devant l'église de son père adoptif, où il se bagarre avec un autre clerc, et ça finit au couteau. Son adversaire finit avec un couteau dans le ventre, il meurt, et par chance, Villon en fait échappe, semble-t-il, à un jugement, parce que lorsque son adversaire meurt, il pardonne à Villon, donc l'affaire est à peu près étouffée. Sauf que Villon, ça ne s'arrête pas là. On est en 1456, il a 25-26 ans, on n'est pas bien sûr, et il est avec un groupe d'amis, enfin d'étudiants, mais aussi de gens un peu louches, il décide de cambrioler le collège de Navarre. Alors, a priori, évidemment c'est une catastrophe, il se fait attraper, il se fait dénoncer par un de ses complices. Mais pourquoi Villon va cambrioler comme ça un collège? A priori, ça pourrait sembler ridicule. Sauf que, en fait, le collège, ça représente quelque part tout ce que Villon n'est pas. Le collège, à l'époque, c'est en fait un internat. C'est là où il y a des étudiants, mais des étudiants qui ont une bourse, qui touchent une bourse, en fait. Et c'est ce que n'est pas Villon. Villon, il peut avoir accès aux cours, les cours sont publics, enfin, si on a le niveau, on peut y aller, mais il n'est pas payé pour ça. Villon, il vit d'expédients, surtout qu'il semble-t-il, il va beaucoup boire beaucoup. Donc voilà. Et donc, dans cette histoire du collège de Navarre, Villon doit fuir Paris avant de se faire rattraper. Et en fuyant Paris, il écrit, semble-t-il, sa première grande œuvre qu'on appelle aujourd'hui le Petit Testament, où en fait c'est une espèce de parodie, c'est une parodie de testament où il laisse en fait, il règle ses comptes, hein, et il règle ses comptes avec ses adversaires, et il laisse à des amis ou à des adversaires des cadeaux parodiques. Ce n'est pas encore. Et en fait, c'est peut-être là où en fait l'engagement de Villon se fait sentir, c'est que même s'il n'est pas engagé politiquement, il a quand même une plume qui est particulièrement acérée par rapport aux puissants de l'époque, et il décrit la situation de manière extrêmement vive. Entre 1400, alors néanmoins ça n'empêche pas d'essayer de trouver une place au soleil. Il part de Paris, il va à la cour de Blois, rencontre Charles d'Orléans, qui était le chef de la famille d'Orléans, qui est donc une famille royale, et qui était poète à 16 heures, et qui avait une cour de poètes. Villon va essayer de devenir poète de cour, là encore ça n'a pas très bien marché. Il doit partir au bout de 6-7 mois, parce que je pense qu'il y a une histoire, enfin, bon, personne ne sait vraiment pourquoi, mais en tout cas il repart. On n'a pas vraiment de traces de lui, et il se fait arrêter, non loin d'Orléans, et il est mis en prison à Main-sur-Loire, où il est, alors là encore on ne sait pas vraiment pourquoi. Finalement, il obtient une grâce, parce que Louis XI vient juste d'être couronné et rentre à Orléans, et donc il gracie quelques prisonniers, dont Villon, et Villon peut rentrer à Paris. Et là, forcément, patatras, l'ancienne histoire du collège de Navarre le rattrape, voilà, et donc il est à nouveau mis en prison. Et en fait, non, c'est pas bon, voilà, il n'est vraiment pas de ça. Mais en fait, dans ces différentes péripéties, Villon réécrit à nouveau un autre testament, pour à la fois se plaindre de sa situation, pour dire bon voilà, j'ai vraiment pas de chance, parce que je l'ai un peu cherché quelque part, mais quand même, franchement, on s'acharne un peu sur moi. Et en même temps, le second grand œuvre qu'il écrit, semble-t-il, à Main-sur-Loire et à Paris, sa seconde grande œuvre, qu'on appelle aujourd'hui le Grand Testament, est une œuvre extrêmement triste, extrêmement lucide par rapport à sa vie. Je vous en lis un petit extrait qui parle de lui-même. Alors, et Dieu, si j'eusse étudié, au temps de ma jeunesse folle, et à bonnes mœurs dédiées, juste maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école, comme fait le mauvais enfant, en écrivant ces paroles, à peu que le cœur ne me fend. Où sont les gracieux galants que je suivais au temps jadis, si bien chantant, si bien parlant, si plaisants en fait et en dit? Les aucun sont morts et raidis,
D'eux n'est-il plus rien maintenant? Repos et en paradis, et Dieu sauve le remenant. Et les autres sont devenus, Dieu merci, grand Seigneur et Maître. Les autres mendient tout nus, et pain ne voit qu'aux fenêtres. Les autres au contraire en cloître, de Célestins et de Chartreux, beauté houssée, comme pêcheurs d'huîtres. Voyez l'état divers d'entre eux. Alors, ce petit extrait, quelque part, on voit que Villon, à la fois, regrette la tournure qui a pris sa vie. Il y a même un peu de jalousie pour ceux qui ont un peu réussi, mais en même temps, il règle aussi ses comptes avec, quand il parle de Célestins et de Chartreux. Bon, ça c'est un peu un classique de l'époque, ce sont les ordres mendiants, et les ordres mendiants qui sont des gens qui sont censés être des mendiants, qui ne sont pas du tout, qui sont quand même des gens extrêmement riches, et c'est un peu les classiques de l'époque, on aime bien les houspiller sur leur richesse. On dit beauté houssée comme pêcheur d'huîtres. Voilà. Et donc, cette histoire, donc Villon quand même est toujours en prison, et il finit en prison au Grand Châtelet. Et là, bon, là, ça rigole pas. Enfin, il réussit à nouveau à sortir parce qu'il a une nouvelle grâce, encore une fois, donc ouf, tout va bien. Et là, en novembre 1462, il se promène avec des amis rue Saint-Jacques, une nouvelle rixe. Bon, c'est pas lui qui, semble-t-il, a frappé. Alors, rixe avec des notaires, des notaires. C'est pas lui qui frappe, semble-t-il, qui met le premier coup, ou même qui ne met aucun coup, mais normalement il est arrêté comme complice, et bon là, oui, ça suffit, là, on commence à le connaître. Voilà. Donc, c'est parti pour la corde. Et là, c'est à ce moment-là qu'il écrit peut-être son poème le plus célèbre, qui s'appelle La Ballade des pendus, et qu'on appelle aussi l'épitaphe de Villon. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car c'est pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés 5-6, quand de la chair que trop nous avons nourrie, et les pièces dévorées et pourries, et nous les os devenons cendres et poudre, de notre mal personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ces frères, nous clamons, pas n'en devait avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas le sens racine. Excusez-nous, puisque sommes transis. Envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pas pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséché et noirci, puis corbeaux nous ont les yeux crevés, et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que dés à coudre. Ne soyez donc de notre confort, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus qui sur tous a maîtrise, garde d'enfer, n'est de nous seigneurie, à lui n'avons que faire, n'est que soudre, homme ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Et maintenant, place à Ampateba. Et maintenant, place à Ampateba. C'est pas lui. Maintenant, on enlèverait la cigarette. Ça n'aura pas tout fait. Alors, le temps que tu retrouves Ampateba. Juste pour finir sur l'histoire de Villon, Villon quand même, son histoire va bien finir, on ne sait pas trop comment elle finit d'ailleurs l'histoire, c'est que, non, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, il va finir par être, encore une fois, obtenir une grâce, sauf que bon, cette fois on lui dit, écoutez, monsieur Villon, d'accord, on ne vous prend pas à Montfaucon, par contre, vous êtes banni de Paris, et donc le jugement date du 5 janvier 1463, Villon, semble-t-il, la dernière trace c'est date du 8 janvier, et après, aucune trace. Le mystère commence, il est dur en France. Peut-être.